Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi pour le coup c'était pas mal, et pour cette vidéo de rentrée justement, j'avais envie de faire un truc un peu cool, un peu chill, d'autant qu'il s'agit du 10e anniversaire de la chaîne, c'est pas rien, donc j'avais envie de faire un truc un peu sympa. Aussi, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va s'intéresser à des chansons. Des chansons populaires, voire extrêmement populaires pour certaines, mais qui ont une particularité. Ce sont des chansons qui ne racontent absolument pas ce que vous pouvez imaginer qu'elles racontent, ou alors dont le style ne laisse absolument pas présager ce dont elles racontent. En un mot commençant, ces chansons, c'est pas ce que vous croyez. Alors, je veux pas chipoter parce que d'abord ce n'est pas mon genre, mais c'est pas ce que vous croyez, ça fait 7 mots. Même si croyez n'en est pas réellement un, ce qui fait que ça fait quand même 6 mots. Mais dans tous les cas, ça n'en fait pas seulement un. Ni 100 d'ailleurs. Non mais c'est une expression, Gontran. C'est pas vraiment une bonne raison. Bon, donc vous l'aurez compris, on fait cette vidéo avec Gontran de la chaîne Gontran H, une chaîne que je vous conseille alors que son auteur est belge, c'est dire si je vous la conseille. Ouais. Et générique. Bon, juste un truc avant d'attaquer, il ne s'agit pas d'un top. Les chansons qu'on va vous présenter ne sont pas dans un ordre particulier. Simplement, et pour vous montrer que c'est un phénomène qui est plus courant qu'on pourrait le penser, on va vous montrer des chansons populaires de différentes périodes. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Aussi, on va vous les présenter dans l'ordre chronologique. Attends, mais je viens de dire qu'il n'y avait pas d'ordre particulier. Aussi, on va vous les présenter dans l'ordre chronologique. Sauf toutes. Si vous me permettez cette locution, quelque peu pour faire plaisir à l'autre Alsacien. C'est moi, l'autre Alsacien? Non, monsieur le centre du monde, c'est Astronogeek. Astronogeek? Mais quel rapport avec la vie? La première chanson dont nous allons parler date de 1937 et a été écrite par Charles Trenet et Paul Misraki. C'est la chanson « Je chante ». Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Charles Trenet est un chanteur blondinet, né pendant la Première Guerre mondiale, révélé durant la Seconde, mort au tout début de notre siècle et dont le sourire était proverbial. Il avait la bonne réputation de donner la pêche à ses contemporains avec des musiques, ma foi, prime sautières et des paroles plutôt youpi, tralala, zimboum. On en veut pour preuve ces méga-tubes « Y a de la joie »,« Le jardin extraordinaire » et j'en passe parce que bon... Voilà, donc on est plutôt sur un gars pour qui... Non, mais vous me dites, si à un moment donné, je peux revenir sur ma chaîne. Ah bah moi c'est Gontran qui m'a appelé, alors je suis venu, c'est tout, mais bon, si tu préfères le faire toi, je t'en prie. Voilà, donc on est sur un gars pour qui tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et il y a des canards qui font coin-coin. Il y a des canards qui parlent anglais. Alors, je dis pas, dans la discographie du gars, il y a aussi des chansons qui sont moins entraînantes, comme Que reste-t-il de nos amours? Mais la chanson, justement, est moins entraînante. Que reste-t-il de nos amours? Oui, mais il l'a chanté en souriant. Le souvenir même de ses amours le rendait joyeux. Le mec fallait vraiment, je sais pas moi, que les Allemands envahissent la France par exemple pour perdre son sourire. Et encore, ça lui a permis de créer des hymnes à la gloire du régime de Vichy. Donc ça va. Et la chanson Je chante de Charles Trenet, ça date de 1937. Donc ça va pas parler à tout le monde. À l'exception de Gontran, qui dansait dessus en boîte. Il est vrai qu'on emballait sévère sur cette chanson. C'était un peu notre Hôtel California à nous, quoi. Ah, et vous allez en parler d'Hôtel California? Oui. Oh mais spoiler, putain! Non mais ça suffit là-haut! Donc, Je chante! Ça fait partie des plus grands succès de Charles Trenet. Après, Trenet, il a plus de 1000 chansons à son actif. Enfin, de son vivant, puisqu'il est mort. C'est triste, mais on s'en fout quand même un peu aussi. Et parmi ce millier de chansons, plus de la moitié ont été des succès. Certes, mais tout ça pour dire que quand cette chanson est sortie, c'était une chanson très populaire. Et si on fait pas plus gaffe que ça et qu'on l'écoute d'une oreille distraite, cette chanson elle a l'air plutôt joyeuse. Il faut dire, si je peux encore faire une digression, que l'air qu'on retient constamment ahuri de Charles Trenet n'aide en rien à se figurer ses fissures. Oh, il y a une contrepétrie quelque part, là, c'est sûr. Yann, ça fait au moins 2 heures qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps que t'es là. Bah, j'ai entendu fissure. Mais pas du tout. Ah si, je suis formel, j'ai entendu fissure. Mais pas du tout. Où ça d'abord? Bah là, Je commence à y avoir beaucoup de testostérone sur cette vidéo, ce serait bien qu'il y ait une femme pour équilibrer un peu. Bonjour. Voilà. Je chante est une de ces chansons qui n'ont pas de refrain. 5 couplets racontent sur un air entraînant
la vie idéale d'un vagabond, qui chante soir et matin, qui chante sur les chemins, qui va de ferme en château, qui chante pour du pain, qui chante pour de l'eau. Or, un jour, la faim le tiraille et il tombe dans le fossé. Les gendarmes de l'époque, vous savez, de ces moustachus bien à cheval sur les règlements, le retrouvent, lui passent les menottes, lui disent que son compte est bon et l'emmènent en cellule de dégrisement. A-t-on idée aussi d'être si heureux? Non, mais c'est qui ce clochard qui sourit à la vie alors qu'eux, ils doivent se lever tous les matins pour aller au turbin? Pour peu, on l'envierait, et ça, ce n'est pas acceptable. Dès lors, le voilà en prison, et il ne le supporte pas. Sa vie à lui, c'est la liberté, le chant, les mouches qui ne le piquent pas, les nymphes, divinités de la nuit, qui couchent dans son lit, fait de l'herbe des bois. Alors il prend une ficelle, et il se pend, sans autre forme de procès. Le dernier couplet montre que son fantôme a repris sa vie de bohème. Cette chanson est clairement un pamphlet contre ceux qui pensent comme il faut, sans compassion aucune pour ceux qui vivent en marge de la société. Elle n'est absolument pas triste, mais certainement bien plus profonde et engagée qu'elle n'en a l'air. Voilà, voilà. La deuxième chanson dont nous allons parler date de 1970. On va pas s'attarder dessus de 2000 ans Parce que 2000 ans, c'est long. Non, mais... Oui, Gontran. On ne va surtout pas s'attarder sur cette chanson, parce que tout le monde connaît le sens de cette chanson. Parce que le sens de cette chanson est à peu près aussi connu que la chanson maintenant. Et cette chanson de 1970, 70. c'est l'Aigle Noir de Barbara. Surgit un aigle noir. Et donc de quoi parle cette chanson? Barbara qui s'est endormie auprès d'un lac, alors qu'un aigle noir arrive, dont on ne sait pas trop s'il est ou pas menaçant, c'est pas vraiment. Et donc l'aigle s'approche, et finit par l'emmener dans ses souvenirs d'enfance avant de s'envoler. Et si on parle de cette chanson, c'est parce que si on n'en parle pas, ça finit direct dans les top commentaires, on connaît. Mais c'est aussi parce qu'on pense avoir compris le sens de cette chanson que 27 ans après sa sortie. Il s'agit effectivement d'une histoire de saloperie, de merde, d'inceste, qu'elle évoque pourtant élégamment dans l'une des chansons préférées des Français. Mais dites les gars, et les garces bien entendu, c'est quoi cette manie de faire des classements de trucs préférés des Français? Vous savez qu'on ne fait pas ça chez nous? Quoi donc? Ben des classements de trucs préférés des Français. D'après une étude BVA de 2015, les 3 chansons préférées des Français sont Mistral gagnant de Renaud, Ne me quitte pas de Jacques Brel et L'Aigle Noir de Barbara. Bon, déjà, Ne me quitte pas n'est pas une chanson française, espèce de nom belge. Attends, moi je lis le script qu'on m'a filé les gars, bon c'est bien que vos conneries, on a un peu rien à carrer. Pourquoi Yann il a plus de texte que moi alors qu'il s'en fout complètement? Tu veux plus de texte? Oui. Ok, moi je t'envoie du texte, y a pas de problème. Voilà, ça va arriver. Ah, très bien. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée, vous vous foutez de ma gueule. Voilà, et si j'ai bien compté, t'as maintenant plus de texte que Yann. Merci. Du coup, J'ai dit merci. Voilà. Donc, en 1997, dans les mémoires posthumes de Barbara, le monde découvre que celle-ci a été abusée par son père quand elle était enfant. Ce qui ne manqua pas de susciter quelques interprétations psychanalytiques de ces textes. Et notamment, selon l'écrivain et néanmoins psychanalyste Philippe Grinberg, les paroles de l'Aigle Noir sont à rapprocher d'un texte de Freud datant de 1910 intitulé « Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci », dans lequel il revient sur un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Dans ce souvenir d'enfance, Léonard de Vinci parle d'un vautour qui s'approche de lui ouvre la bouche et lui frappe les lèvres avec sa queue. Voilà, donc pour Freud, évidemment, il n'en fallait pas plus pour en déduire que vous avez compris. Et donc Grinberg fait un rapprochement similaire avec l'Aigle Noir de Barbara. Et peut-être qu'il a raison, hein, j'en sais rien, parce qu'après tout, c'est vrai que Barbara parle effectivement des sévices qu'elle a subis quand elle était enfant, donc pourquoi pas. Donc, si j'ai bien compris, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, en réalité, tu parles de cette chanson non pas vraiment pour évoquer l'inceste dont effectivement tout le monde a déjà entendu parler. Non, je parle de cette chanson parce que justement, l'interprétation dont tout le monde a plus ou moins déjà entendu parler n'est pas garantie. Notamment une autre interprétation, tout aussi plausible, peut-être même plus encore, nous vient de Patrick Bruel.
En vrai, c'est pas étonnant, hein. Patrick Bruel est fasciné par la chanteuse depuis qu'il est enfant. Il l'a même rencontré et sorti un album dans lequel il reprend ses chansons. Un album qui s'appelle « Très souvent, je pense à vous ». Comment tu sais ça, toi? Ah mais j'en sais rien, moi, hein, je lis ce que vous m'avez envoyé. Bref, pour Patrick Bruel, l'Aigle Noir pourrait bien être le Troisième Reich. Vous l'avez, l'Aigle, le Reich. Ah, parce que pendant la guerre, Barbara était une jeune juive alsacienne. Donc il n'est pas impossible qu'elle ait gardé quelques souvenirs un peu chelous. Voilà. Et donc la conclusion à propos de l'Aigle Noir, c'est qu'on n'est pas sûr de ce que ça signifie, ce qui n'enlève rien à la beauté de la chanson. C'est tellement beau, on dirait une chanson belge. Ah tiens, ça je l'ai pas dans mon script. Non, mais c'est juste un petit pas de côté, une légère improvisation non idiomatique. T'en fais pas. Là, c'est tout. Voilà. Comment? J'écoutais pas. Oh, 3 fois rien, j'expliquais juste une chose. Ah bah voilà, c'est pour ça, j'écoutais pas. Ça vous dirait pas de passer à la chanson suivante parce que là je trouve que vous digressez beaucoup. Graissez beaucoup. Nous sommes maintenant en 1977. 77. Tu penses que les gens ne comprennent pas si je dis 77? Non, mais c'était juste au cas où, comme ça les gens savent. Oui, mais je m'inquiète tout de même un peu. Me reprendre à 2 reprises sur le sujet dénote peut-être un peu de la psychorigidité, non? Tu aurais pu le dire une fois. Il a dit une fois. Moi je croyais que c'était une légende ça. Ah non, mais c'est pas une légende. Ah non, du tout. Moi, j'ai toujours su. Hein. Tiens, regarde, attends. Dis 8 pour voir. Non. Allez, s'il te plaît. 8. Qu'est-ce qui se passe, Bruce? Bah, on a un Marseillais qui se moque d'un Belge. Du coup, je sais même pas par où commencer. Vous me fatiguez. Mais alors, vous me fatiguez. Vous savez quoi? Bonjour. Ah oui, mais non, hein. Si Sam s'y met aussi, je préfère encore me taire. En 1977, donc, le groupe de rock américain The Eagles sortent leur titre le plus connu, un morceau de bravoure musicale d'une durée de 6 minutes 30, ce qui est pour l'époque quand même très long. Attends, mais tu fais quoi là, Valentine? C'est Gontran qui le lit, ça, normalement. Bah oui, mais il a dit qu'il se taisait, du coup, bah je lui fais preuve d'initiative. Enfin, Gontran, si ça te va, bien sûr. Faut-il que j'en ai de la patience pour supporter tous ces gens foutres? Alors, je continue ou bien? Je m'en moque, mais si tu savais à quel point... Pour tout dire, je m'en moque comme de ma première moule frite. Ah non, il est vexé là, non? Oui. Oui, totalement. Bah, comme d'hab. Bon, bah je le laisse faire alors. Bon, je veux bien, mais alors bon, hein. Cela dit, comme je suis un garçon poli, un tout grand merci à toi, Madame de Comptoir. Reviens quand tu veux, par exemple, pour couper la parole aux autres. Donc, en 1950-27, le groupe The Eagles sort la chanson Hotel California. Attention Bruce, parce que Hotel California est réputé sur YouTube comme étant la chanson avec laquelle tu te fais immédiatement claim. Je dis ça pour toi. Mais t'inquiète, tu penses bien que j'ai prévu le coup. Franck! Oui? Non mais on avait dit... Bah quoi? On avait dit qu'on disait pas, qu'on voyait que c'était toi qui jouais. Ah mais ça, moi j'y peux rien, c'est pas moi qui fais le montage. Ah bon? Mais c'est qui? Bah, toi? Oh Dieu! Jamais y arriver à ce truc-là. Hotel California, à l'instar de l'Aigle Noir, est une chanson pour laquelle plein d'interprétations ont été faites, certaines clairement fantaisistes. Et j'en ai emballé des meufs en boîte sur cette chanson. Bah, tu m'étonnes, ce slow c'était parfait pour conclure. Si je comprends bien, moi j'ai dansé en boîte sur Charles Trenet, tandis que Sébastien, qui a au moins 200 ans, de plus que moi, il a pécho sur Hotel California? Ce texte est une fumisterie. Bah qu'est-ce qui lui prend? Non, c'est rien. Un petit peu de jalousie, rien de plus. Foutez-vous pas de ma tronche, s'il vous plaît. Sous prétexte que c'est moi qui ai écrit ce texte, je dois accepter tout ce que vous dites sur moi? Alors, permettez-moi de préciser, un peu de jalousie et de paranoïa. Avec des amis comme vous, il n'est point besoin d'ennemis. Laissez-moi vous le dire. T'inquiète. Après cette vidéo, t'en auras quand même 2 ou 3. On s'écarte un peu du sujet là, non? Qu'est-ce qui arrive à Yann là? C'est rien, il a juste entendu le mot écarte, alors bon, là il se fait son petit film dans sa tête. Il nous entend plus là. Il y a des mots qu'on évite de prononcer devant lui. Ah! D'accord.
Ah non, mais t'inquiète, c'est pas grave, hein, il sera de retour avec nous dans quelques minutes. Hein. Non, là où c'est plus chiant, c'est quand ça lui arrive quand il conduit, par exemple, ou quand il donne une conférence, ce genre de choses, quoi. Pour le dire simplement, pour beaucoup de gens, d'une manière ou d'une autre, Hotel California parle de satanisme. Bon, déjà, une info que vous n'avez pas, comme ça je vous la donne, c'est que Hotel California est musicalement largement inspiré d'une chanson de Jethro Tull. Vous savez, le flûtiste qui se prend pour un flamant rose. Une chanson de Jethro Tull, donc, et qui s'appelle « We Used to Know ». Whenever I get to feel this way, hard to find new words to say, I think about the bad old days. Oui, mais le rapport avec le satanisme. Il existe toute une légende selon laquelle cette chanson parle en réalité de l'église satanique de Californie. Pourquoi ? Pour au moins 2 raisons. Déjà dans les paroles, on peut entendre « They just can't kill the beast ». Ils ne peuvent tout simplement pas tuer la bête. La bête. Et à un autre moment de la chanson, « That spirit here since 1969 ». Cet esprit présent depuis 1969. Or, l'église satanique de Californie a été fondée en 1969 par un gars qui s'appelle Anton LaVey, dans un immeuble abandonné qui s'appelle depuis Hotel of California. Voilà, donc c'est pas tout à fait étonnant si des gens voient un rapport avec l'église satanique. Surtout qu'il semble bien que sur le verso de la couverture de l'album, couverture pour laquelle les Eagles avaient invité plein de monde, une seule personne est à l'étage, dans l'ombre, isolée des autres. Et cette personne n'est autre qu'Anton LaVey, en personne. Sauf que ça, c'était la version convaincante de l'histoire. Et vous le savez, mes amis, il ne suffit pas qu'une histoire soit convaincante pour qu'elle soit vérifiée. Ah, ça y est, la zététique en goguette revient en force. T'avais pas arrêté ta chaîne, toi ? Attends, moi j'ai rien dit, j'ai rien fait. Je me suis juste contenté de dire que ça, c'était la version convaincante de l'histoire. Parce que déjà, l'église satanique de Californie, elle a été fondée en 66 et pas en 69. Ensuite, les seules mentions que je trouve sur internet de Hotel of California, c'est justement sur des sites qui font le lien entre la chanson Hotel California et le satanisme. Donc, pour des sources crédibles, on repassera. Et enfin, le gars sur la couverture, putain, mais c'est pas du tout Anton LaVey, en fait. Mais je peux vous dire que pour un gars comme moi qui est grandi avant Internet, cette chanson, elle parlait de satanisme. C'était... Bon, j'en avais rien à carrer, mais c'était un fait connu et avéré. Mais alors, vous allez me dire, de quoi elle parle cette chanson, du coup ? La chanson a été composée par les Eagles, soit Don Henley, Don Felder et Glenn Frey. Mais on doit surtout les paroles à Glenn Frey. Si vous ne connaissez pas bien le groupe, ne vous forcez pas, vous ne retiendrez pas les noms de ses membres qui se ressemblent tous. Les noms. Bref, si cette chanson ne parle pas de l'église de Satan, il ne s'agit pas pour autant d'un lieu paradisiaque. Oh mon Dieu, non! Cette chanson raconte la fuite du narrateur qui déboule dans un lieu où il se retrouve enfermé et donc qu'il ne peut pas quitter. Et s'il est effectivement question d'une bête qu'il est impossible d'abattre, c'est parce qu'en réalité, Hotel California est un centre de désintoxication. Et la bête dont il est question est bien sûr l'addiction aux substances qui, dans le meilleur des cas, font rigoler bêtement ou écrire des chansons magnifiques, mais qui souvent fait finir son usager de façon bien dramatique. Ne vous droguez pas, c'est pas bien. Ou alors doucement, les gars. Doucement. Et voilà, donc maintenant, vous savez. Cela étant, si vous cherchez sur Internet de quoi parle Hotel California, vous allez voir que les sites, vidéos et autres TikTok qui parlent de l'église de Satan sont légion. C'est quand même bien plus vendeur qu'une bête question de centre de désintox. Pas mal. Légion, Satan, Légion. Voilà, donc on va continuer d'avancer dans le temps, on va parler d'une autre chanson extrêmement populaire, et il y a de fortes chances que vous sachiez déjà de quoi elle parle, parce que tellement c'est un cas d'école, mais il y a certainement des gens qui ne savent pas, donc on va quand même la faire. On est maintenant en 1983. Et que fait la police en 1983 ? Cette chanson, écrite par Gordon Matthews Thomas Summer, qui a décidément bien fait de changer son nom en Sting, parce que là c'était plus possible. Cette chanson, donc, raconte quelque chose de... Attendez, je vous la lis. En français, évidemment. À chacune de tes respirations, à chacun de tes mouvements, à chaque lien que tu brises, à chaque pas que tu fais, je t'observerai. Curieuse histoire d'amour s'il en est. J'ai longtemps hésité, je ne savais pas trop s'il s'agissait
d'un gars qui est décédé et qui parle à son amour pour lui dire que de là où il est, il sera toujours derrière elle, ou alors peut-être d'un parent qui parle à son jeune enfant pour lui dire je serai toujours derrière toi pour t'accompagner, pour t'épauler, un peu comme la chanson de la regrettée Thérèse Moïse, je serai là. Sauf que non, il ne s'agit pas de ça. En fait, dans cette chanson, Sting ne s'adresse pas à un enfant, mais à son amour perdu, ce qui en fait a priori une chanson d'amour quand même. Comme l'indique le refrain, que je m'en vais vous traduire une fois encore. Ne vois-tu pas que tu m'appartiens, comme mon pauvre cœur souffre à chaque pas que tu fais ? C'est une chanson de Stalker, voilà. On va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans, c'est une pure chanson de Stalker. Alors, en plein divorce avec Frances Tomelty, Sting, qui est vraiment dans le bad, se réveille en pleine nuit. Il est réveillé par cet air qui lui tourne dans la tête et cet enchaînement d'accords, et donc il va l'écrire en 1 heure en pleine nuit. Il a dit lui-même à plusieurs occasions qu'au moment où il l'a écrit, il pensait que c'était une chanson d'amour apaisante. C'est juste quand il a fini de l'écrire, ou peut-être quelques temps après, qu'il s'est dit mais elle est hyper badante en fait cette chanson. Et il est d'ailleurs encore à ce jour très surpris de croiser des fois des gens, même des anglophones natifs, qui lui disent « Hey, mais la chanson là, c'était la chanson de notre mariage !» Et il dit « Ah, c'est bien !» Voilà, on ne s'étend pas plus sur celle-ci parce que l'histoire est, comme on l'a dit tantôt, très connue. À se demander d'ailleurs pourquoi on fait cette vidéo. Cela étant, nous restons en 1983 pour parler d'une autre chanson, une chanson allemande. En 1982, à Berlin-Ouest, ah oui, ok, là il va falloir un tout petit peu de contexte. En 1989, comme vous l'avez sans doute appris à l'école, est tombé un truc qui s'appelait le mur de Berlin. Parce qu'il y avait un mur à Berlin qui coupait Berlin en deux. Depuis un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une seule Allemagne. Il y avait 2 Allemagnes. Il y avait à l'ouest la RFA, la République fédérale d'Allemagne, et à l'est, la RDA, la République démocratique allemande, au sein du bloc soviétique. La guerre froide, tout ça, tout ça. Et donc Berlin était globalement coupé en 2, Berlin-Ouest et Berlin-Est, avec comme séparation un mur, au milieu de ce mur le fameux Checkpoint Charlie, qui était le point de passage de l'Est à l'Ouest, et du nord au sud, l'Allemagne était donc scindée en 2 par une espèce de no man's land, encadré par des grilles, et entre ces grilles, il y avait des champs de mines. Ça, moi, je me rappelle très bien, quand j'étais gamin, le long de cette grille, il y avait des panneaux avec marqué Achtung Minen, et au loin, on voyait des miradors. Je me rappelle très bien. Bref, on est en 1982 à Berlin-Ouest, et il y a un concert des Stones auquel assiste Carlo Carges, guitariste de son état, et à la fin de ce concert, il y a un lâcher de ballon qui, dans la nuit, ressemble à s'y méprendre à des ovnis. Attends, mais j'en ai déjà parlé en vidéo, moi, de cette histoire. Et Carlo se dit que si ces ballons franchissent la frontière et arrivent dans le bloc de l'Est, eh ben, les gardes est allemands, ils pourraient très bien riposter militairement contre ces ovnis, ce que, du côté de l'Ouest, on pourrait prendre pour une attaque militaire contre le bloc de l'Ouest, et ainsi déclencher la Troisième Guerre mondiale. Évidemment nucléaire. Non, mais vraiment, j'en ai déjà parlé en vidéo, moi, de cette chanson. Puisque le gros danger de la guerre froide, c'était que ça reposait quasi exclusivement sur la dissuasion nucléaire. Et c'est ainsi qu'est née cette chanson qui, quand on l'écoute sans la comprendre, a l'air tout à fait joyeuse. 99 Luftballons. Littéralement, 99 ballons de baudruche. Ouais, attention, parce que cette chanson-là, c'est le claim assuré. J'ai le droit, donc je m'en bats les couilles. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Warum schickte ein General 99 ballons en route vers ton horizon. On les prenait pour des ovnis venant de l'espace. C'est pour cela qu'un général a envoyé une escadrille d'avions à leur trousse. C'était pour donner l'alerte qu'il a fait ça, et pourtant, il n'y avait là, à l'horizon, que 99 ballons. 99 pilotes d'avion en réaction, chacun d'entre eux était un grand guerrier, ils se prenaient pour le capitaine Kirk. Cela a donné un grand feu d'artifice, les voisins n'ont rien capté et se sentaient tout de suite provoqués. Et pourtant, on a tiré à l'horizon sur 99 ballons. 99 ministres de la guerre, l'allumette et le jerrycan d'essence, se prenaient pour des gens malins, ils flairaient un gros butin, ils criaient « La guerre !» et voulaient le pouvoir. Mais qui aurait pu penser cela, qu'on en arrive là un jour, à cause de 99 ballons ? 99 années de guerre n'avaient même pas laissé de place pour les vainqueurs. Des ministres de la guerre, il n'y en avait plus aucun. Et aussi plus d'avions en réaction. Aujourd'hui, je fais mes rondes, je vois que le monde est en ruine. J'ai trouvé un ballon, je pense à toi, et je le laisse
s'envoler. Alors, ça paraît un peu con d'imaginer comme ça une guerre mondiale qui pourrait être déclenchée par des ballons, mais j'en connais un qui pourrait vous raconter des trucs sur le sujet. Oui, alors j'ai effectivement commis quelques vidéos sur les fois où on est passé à ça de la Troisième Guerre mondiale, ce qu'on appelle les close calls, et parfois effectivement pour des conneries, plus ou moins aussi bêtes qu'un lâcher de ballon. Je vous mets des liens dans la description. Et puis, vous savez quoi? Bonjour. Non mais là, vraiment, vous savez pas, en fait, ce qui se passe, c'est que cette chanson, ça me fait penser à une autre chanson sur le thème un peu militaire comme ça. Par contre, c'est une chanson qui date d'un peu avant, donc on va faire un petit bond dans le passé. Nous sommes en 1980 et un groupe de pop britannique au nom parfaitement imprononçable, Orchestral Maneuvers in the Dark. qui signifie littéralement manœuvre orchestrale dans l'obscurité. Et putain, c'est vraiment un nom à la con. Bref, ce groupe sort une chanson que tout le monde connaît, au moins pour son refrain instrumental, dont voici un court extrait. Et de quoi parle cette chanson? Eh ben, le chanteur s'adresse à un pilote d'avion et lui demande comment ça va, comment il se sent, est-ce que sa mère est fière de lui? Ce genre de choses. Sauf que le pilote est le pilote de l'Enola Gay, un bombardier B-29 de l'armée américaine qui, le 6 août 1945, largua la bombe atomique Little Boy sur Hiroshima. Voilà quoi. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? On a bien du malheur, vous savez. Voilà, donc la chanson Neun und 90 Luftballons me faisait penser à ça, donc on en a parlé, mais bon, c'était juste une parenthèse, maintenant on va pouvoir reprendre le fil normal de notre vidéo, faire un vrai bond dans le temps, cette fois-ci, pour aller atterrir en 1994, sur un sujet certes beaucoup plus léger. Vraiment? Ah, j'avoue, et je ne sais pas si c'est intéressant que tu le saches, mais je ne déteste pas les sujets plus légers. Alors, notons qu'on n'est pas non plus sur un sujet vraiment léger. C'est juste plus léger que l'apocalypse, quoi. But I hadn't been for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Oui, je la connais, celle-là. Je peux être franc avec toi? Je savais pas qu'il y avait des paroles. C'est normal. On est dans les années 90 et c'est pas franchement la décennie des chansons à texte. Et donc, c'est une chanson des années 90? Alors, oui et non, parce qu'en vrai, cette chanson, c'est un genre de remake, en fait. C'est une chanson qu'on sait pas trop bien dater, d'ailleurs, parce qu'on sait qu'elle date d'avant la guerre de sécession. Donc elle a vraisemblablement été écrite entre 1800 et 1860. Ah oui, tout de même. Si ça se trouve, Sébastien a bien connu l'auteur. Mais c'est fini, oui. Cette chanson sur laquelle vous avez absolument tous dansé, que ce soit sincèrement ou de façon ironique, cette chanson parle de MST. Voilà. D'une maladie sexuellement transmissible et qui aurait comme symptôme de donner le regard un peu cotonneux. Ah bah je l'ai celle-là, mais c'est bon. Maladie refilée au chanteur par Cotton Eye Joe, littéralement Joe aux yeux de coton. Et une fois qu'on a ça en tête, les paroles sont d'une clarté. Sans le Cotton Eye Joe, je serais marié depuis longtemps. D'où es-tu venu? Où t'en es-tu allé? D'où es-tu venu, Cotton Eye Joe? Sinon, il y a d'autres trucs que t'aimes dans la vie à part nous pourrir notre enfance? Macarena raconte l'histoire d'une meuf qui se décrit comme bonne et qui veut se taper tous les mecs bons de son entourage parce que son petit ami n'est pas bon et elle finit par se barrer et se taper les deux meilleurs amis de son petit ami parce que ses deux meilleurs amis sont bons. Je te déteste. Oh là, mon ami, ce n'est pas très gentil que de dire ça. Déjà, à la fin de l'été, quand je t'ai entendu parler de Charleroi, ce n'était pas forcément aimable. Alors, s'il te plaît, hein. Il a dit quoi sur Charleroi? J'ai rien dit sur Charleroi. Bah d'un autre côté, il n'y a pas grand chose à dire sur Charleroi, hein, si on veut pas être désagréable. Il me semble que c'était pas le sujet. En effet, attention à ne pas présumer des intentions des autres, le fameux procès d'intention qui est toujours fondé sur nos a priori, ces espèces de petits biais qu'on a... Sam, on est amis, n'est-ce pas? Bah ouais, t'es même mon meilleur ami préféré. Super. Et donc, je t'ai déjà dit ta gueule? Non, non. Bon, eh bien ta gueule. Et Gontran, mais calme-toi, je sais pas, bois un verre d'eau, quoi. Bon, on approche de la fin de toute façon. On est maintenant en 1998, en France, chez M6. C'est de la production locale, tout va bien se passer. Bah, tant qu'on ne va pas dans des sujets clivants. Pourquoi tu ne dis plus rien? Bruce? Est-ce que vous vous rappelez
de Sandy Valentino? Oui, 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 vraiment. Si la réponse est oui, félicitations, vous êtes vieux. Tu vois, je ne me souviens plus du tout de cette chanson. C'est bon d'être jeune. Oui, mais gare à l'illusion logique, car si Bruce dit que ceux qui connaissent la chanson sont vieux, ça ne veut pas pour autant dire que ceux qui ne connaissent pas la chanson sont jeunes. Je suis jeune. Et oui, d'autant que c'est complètement faux, puisque, en l'occurrence, ceux qui connaissent la chanson peuvent aussi être jeunes. La probabilité est plus faible, mais elle existe. Bruce, enchaîne, s'il te plaît. Je sens venir le rasoir d'Occam, là, et je suis pas d'attaque. En 1998 apparaît donc sur nos écrans sur M6 une chanteuse nommée Sandy Valentino. Ah, je connais bien, elle. Ah bon? Bah oui, parce que bon, elle fait pas que chanter, tu vois, elle a aussi fait le... Andy. Hein? Celle à laquelle tu penses, c'est Andy Valentino. Moi, je parle de Sandy Valentino. Ah oui, ah non, d'accord, oui, non, fait que je suis confondu, non, je la connais pas, celle-là. Donc, la chanson de Sandy Valentino s'appelle Pourquoi, et c'est une chanson qui est ultra entraînante, hyper joyeuse. Tout le monde danse, le clip se passe sur un palier d'immeuble, où il y a tout le monde qui danse. Alors, il y a le livreur de pizza, il y a des danseurs de breakdance, il y a des Hare Krishna, je me demande même s'il n'y a pas des plongeurs à un moment donné, enfin, c'est n'importe quoi, c'est le carnaval. Si bien qu'on ne fait généralement pas vraiment attention aux paroles. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Et pourquoi est-il tombé sur moi? Mais qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Ça, c'est le refrain. Et alors, en matière de couplet, le premier couplet, je vous le dis, voilà. Comme tous les matins dans la salle de bain et de bonne humeur, j'essaye d'oublier qu'hier au dîner, j'étais tout en pleurs. Il me fait ranger tout ce qu'il a dérangé en moins d'un quart d'heure, je l'entends crier, je lui amène son café pour lui, quel bonheur. Et le pont musical, vous savez, c'est la partie qui est entre le couplet et le refrain. Ça fait des mois que ça dure, il m'aura à l'usure, il me fait peur, mais fait battre mon cœur. Il me tape sur les nerfs, mais voilà le dilemme, moi je l'aime. Maintenant, faut vous imaginer être en train de danser là-dessus. Ouais, j'aime bien, c'est sympa, bonne ambiance. Si je comprends bien, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, n'est-ce pas? Cette chanson explique que la chanteuse vit sous l'emprise de son compagnon qui abuse d'elle? Exactement. Ah oui, quand même. C'est vrai que c'est pas du tout clivant, hein. Et ça se termine bien. Je veux dire, il y a une fin à cette histoire? Alors, s'il y en a une, en tout cas, c'est pas dans cette chanson, parce que cette chanson, elle se termine en ad-lib. C'est-à-dire avec le refrain qui se répète en boucle. C'est triste tout de même. Je peux dire un truc juste 2 secondes? Ouais. Vas-y. Alors personnellement, je préfère sa chanson De la peau. Ah bon? C'est un slow, bon, c'est pas un chef-d'œuvre en particulier, mais ça s'écoute bien, je préfère. Bon, on a fait le tour là, non? Fais le tour, c'est pas vraiment possible de faire le tour, il y a beaucoup trop de chansons. Je veux dire, par exemple, on n'a pas parlé de Plus que tout au monde de Pascal Obispo, qui parle de fellation. Ah bah tiens, j'avais pas celle-là, j'écoute et je reviens. Et si on part dans d'autres langues, alors là, pardon, mais on peut y aller. C'est-à-dire que si on comprend pas un broc de ce qui se raconte, personne ne sait de quoi parle Gangnam Style, par exemple. Et de quoi ça parle? Je ne sais pas. Pour le coup, Gangnam Style, ça parle de ce que vous pouvez imaginer que ça parle. Ah. Une fille chaude comme en plein jour, une fille qui sait apprécier la liberté d'une tasse de café, une fille dont le cœur se réchauffe quand la nuit arrive, une fille avec ce genre de déformation, je suis un gars aussi chaud que toi durant la journée, un gars qui peut boire son café cul sec avant même qu'il refroidisse, un gars dont le cœur déborde quand la nuit arrive, ce genre de gars. Tiens, PH, Despacito, ça parle de quoi? Je veux voir tes cheveux danser, je veux être à ton rythme, apprends à ma bouche, tes endroits préférés, permets-moi de survoler tes zones de danger jusqu'à ce que tu cries et que tu oublies ton nom. Ah, elle est pas mal cette chanson en fait. Hein. Mais, juste, excuse-moi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous avez une réplique vislarde à dire, ça tombe automatiquement sur moi? Titre. T'as ta réponse? Sinon, Bruce, la chanson qui est à l'origine de l'idée de cette vidéo, on peut en parler maintenant? On peut le faire. Les gens, on est maintenant en 1973. Le chanteur italien Adriano Celentano sort une chanson rock qui tourne sur un seul accord. C'est une chanson qui est ultra viscérale. Et cette chanson s'appelle Prisen Kolinensenan Chiusol. Dis, tu sais bien le prononcer, toi, ce titre? Non, c'est un métier, hein. Bon, alors, dans le premier texte que tu m'as donné à lire, Bruce, avant que je ne le réécrive pour qu'il colle mieux à ma faconde et qu'il soit plus parfait, tu me disais de dire « J'aime beaucoup ce clip avec les miroirs ».
Je trouve néanmoins, et avec tout le respect que je te dois, que cette phrase est loin d'être à la mesure du culte que je voue à l'ensemble du phénomène. J'idolâtre la chanson et je suis hyper fan du clip en effet, car je le trouve hyper avant-gardiste. La chorégraphie est géniale et l'ambiance est complètement folle. Voilà, c'est dit. Oui, et avec les miroirs, on a l'impression qu'ils sont 3000, alors qu'en fait, les danseurs, c'est 16 PU, quoi. Et la jeune femme qui chante avec lui. La jeune femme qui chante avec lui. C'est sa femme. À Celentano, hein, pas à Gontran. C'est sa femme. Elle s'appelle Claudia Mori. Et c'est vrai qu'elle envoie du pâté dans cette chanson. Tu dis ça comme ça, toi? Bah... ouais. Et alors, si on parle de cette chanson, c'est que le sujet va nous paraître hors de propos. Bruce, on est sur ta chaîne? Je te laisse la primauté de l'annonce. Celentano, très inspiré par la musique américaine, décide d'écrire une chanson sur le thème de la difficulté à communiquer, notamment à communiquer son amour de son prochain. Et il décide d'écrire cette chanson en anglais. En anglais phonétique. Précisément une langue 100% inventée, mais qui sonne comme de l'anglais. À l'exception des mots « alright », tous les mots sont inventés. Mais attention, les paroles ne sont pas improvisées, elles sont écrites. Elles sont inventées, mais elles sont écrites. C'est-à-dire que d'une prestation à l'autre, Celentano, il chante les mêmes paroles. C'est juste que ça veut rien dire. Et quand la chanson est sortie, elle a marché en Italie. Elle a marché dans toute l'Europe, cette chanson. D'ailleurs, Celentano avait déjà fait un peu la même chose dans le film La Dolce Vita de Fellini en 1960, quand il reprenait le titre de Little Richard, Ready Teddy, mais dans une sorte de yaourt incompréhensible, ce qui est un pléonasme, et je m'en excuse. Pareil, dans le même esprit, vous connaissez tous la chanson Ameno. Là, pareil, voilà. Ça sonne latin, mais ça veut rien dire. C'est en quelque sorte la chanson du roi Lot. Ok, c'est bien, c'est super tout ça. Voilà. Bon, sinon on a fini, j'ai faim, moi j'aimerais bien les manger. Ouais, on a fini. Donc déjà, avant toute chose, un immense merci à Gontran H de la chaîne Gontran H, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas sa chaîne. Le lien dans la description, enfin vous savez. Alors il vous faudra un temps d'adaptation pour vous habituer à son accent chelou, et au fait qu'il ne sait pas dire 8 correctement. Mais sinon, une fois que ce sera passé, vous verrez, sa chaîne est truculente. J'avais envie de dire truculente. Merci également à Arnaud de la chaîne Astronogeek, que normalement vous connaissez déjà, ainsi que Yann Solo de la chaîne 12 Parsec, PH du Point Génus et Monsieur Sam de la chaîne Monsieur Sam et de la chaîne Monsieur Sam. Oui, la différence entre les deux chaînes est dans la ponctuation. Le mec est chiant. Mais ces chaînes ne le sont pas, donc vous pouvez y aller sans problème. Merci également à Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir, pareil, je pense que vous connaissez déjà. Également Sébastien de la chaîne Vous avez le droit, une excellente chaîne qui parle de droit. Enfin, et pas des moindres, Franck de la chaîne Matador, une chaîne musicale s'il en est. Ouais, non, alors pas du tout en fait, c'est une chaîne qui est consacrée aux maths, à l'histoire des sciences et à l'esprit critique. Ah bon, mais moi je croyais parce que c'était un musicien et... Oui mais non, bon. Bref, tous les liens sont dans la description, pour le reste, vous savez que la vidéo, il faut la partager. Vous pouvez mettre des pouces, des commentaires, le Tipeee... Attends juste une seconde là, quoi? Bah, à chaque fois on bazarde le Tipeee avec les commentaires et les likes, je trouve qu'on pourrait faire un petit effort pour les tipeurs quand même. Un immense merci à tous les tipeurs, toutes les tipeuses, passés, présents et peut-être à venir. Là, c'est vrai que comme je fais moins de vidéos et que je suis un connard, j'ai souvent tendance à pas verbaliser le truc, mais j'apprécie énormément vos tips, bien sûr. Ils participent à faire vivre cette chaîne. Donc, encore une fois, voilà, je vous le dis, merci. Ouais, parce que c'est pas mal quand même de dire merci de temps en temps. Oui. On se retrouve très bientôt pour la suite et d'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt.